comment vous pourriez expliquer ou développer cette idée proposée par la société, les chemins de la douleur? Oui. Alors, je pense que le titre trouvé par la société, Les chemins de la douleur, est un très bon titre qu'ils ont probablement fondé sur un titre que moi j'avais proposé pour le livre en général. Exactement. Et qui était, si je ne me trompe, Désir, douleur, pensée. Exactement. Alors, dans ce titre indique un processus. Parce que, comme le dit Freud, c'est le chapitre 7 de l'interprétation, où il a un long chapitre sur le désir, et il dit que seul le désir met en route la pensée. Que la pensée, donc, est une des voies du désir. Et, or, j'ai toujours pensé que penser, c'est quand même un chemin douloureux. Et comme je me suis beaucoup intéressée au masochisme, et notamment au masochisme originaire, que Freud décrit en 1924 dans Le problème économique du masochisme, quand il dit je dois reconnaître maintenant ce que j'ai refusé jusqu'à présent, c'est-à-dire l'existence d'un masochisme originaire. Oui. Et donc, il décrit le masochisme originaire qu'il décrit plutôt comme un stade à l'instar du narcissisme primaire, c'est-à-dire un stade très précoce où l'enfant va devoir intégrer le masochisme. Mais qu'est-ce que c'est pour un bébé le masochisme? C'est de pouvoir attendre. Parce que le lait, le sein, la mère, ça ne vient pas tout de suite. Or, pour que l'attente soit tolérable par l'appareil psychique du nourrisson, ça veut dire qu'il faut qu'elle soit masochiquement investie. Et ça veut dire que là intervient le début de travail psychique. Je ne l'ai pas tout de suite, mais ça viendra. Maman ne répond pas tout de suite, mais elle va venir. Et je crois que ce stade s'instaure grâce aux capacités de la mère. Parce qu'une mère qui donne tout de suite tout, c'est pas une bonne mère. Une mère qui fait attendre l'enfant trop longtemps, au-delà de ses capacités, c'est pas une bonne mère. Une mère suffisamment bonne, comme dit Winnicott, c'est une maman qui dit « Attends mon petit, ça va venir, je fais chauffer ton lait, il va arriver » et qui le berce dans un bain de paroles. C'est joli ça. Et je crois que c'est ça l'investissement masochique qui va permettre quoi? Quelque chose de fondamental, c'est l'hallucination de désir. C'est-à-dire que l'enfant comprenne qu'il peut ne pas avoir quelqu'un ou quelque chose tout de suite, mais qu'il peut se le représenter. Elle va venir et se créer les premières représentations mentales. Alors, je pense qu'il ne peut pas y avoir de pensée s'il n'y a pas un investissement de l'attente douloureuse et de la représentation. Alors c'est une question qui me paraît complexe parce que la douleur psychique ne se superpose pas à la douleur physique, en tout cas pas forcément. Alors l'une peut être l'expression de l'autre, mais encore, cela est très aléatoire, ça dépend des moments et de la pathologie et de la personne.
je pense que la douleur physique en hyper quantité, évidemment, tout est une question de quantité, elle va défaire l'appareil psychique et arrêter la pensée. Et Freud le dit d'ailleurs quand il dit que une dépression peut s'arrêter au trou de la molaire. Si on a une rage de temps, on oublie qu'on est déprimé. Je me rappelle cette phrase. Oui. Oui. D'autre part, nous on sait, surtout les psychosomaticiens, combien c'est important d'aider nos patients à pouvoir mettre des représentations et des mots justement sur la douleur. Alors, c'est compliqué parce que, à la fois, je vous dis que la douleur est au fondement de la pensée, avec le désir et la nécessité de la tolérance à une attente douloureuse. Donc, elle est au fondement, mais si elle devient disruptive, elle court-circuite tout travail psychique. Et alors là, avec les patients douloureux, il est vrai que pouvoir sur une douleur mettre une histoire est quelque chose qui va les soulager, même si la douleur persiste, parce que l'appareil psychique est absolument amoureux de trouver du sens partout. Alors je peux donner en 2 minutes un exemple d'une patiente que j'avais vue et qui avait une douleur de l'épaule tout à fait justifiée par une pathologie médicale, mais qui devenait tout à fait invalidante. Et cette femme, quand je l'ai vue, était en deuil, comme si c'était hier, alors que c'était il y a 3 ans, de la mort de son père, qu'elle avait accompagné pendant toute une très longue maladie. Et je l'ai beaucoup fait parler de ce deuil, et elle me raconte que quand elle marchait avec son père dans le jardin de l'hôpital, il mettait toujours sa main sur son épaule droite. Et puis elle associe que elle et son père étaient des très bons joueurs de tennis. De nouveau, l'épaule droite. Et quand on a pu beaucoup parler de cette séquence, sa douleur n'a pas disparu, mais elle a perdu ce côté totalement disruptif qu'il avait pour elle. Elle a pu mettre une histoire sur sa douleur. Alors, le livre est en fait un recueil d'articles. À la base, c'était la traduction du livre espagnol. Oui. Mais je sais que vous y avez ajouté aussi pas mal d'articles. Oui. Alors, ce livre, en fond, est une espèce de somme de questions que j'ai pu me poser au cours de ma pratique clinique. Parce que moi, j'écris toujours avec la clinique en tête. Et c'est à partir des questions que me pose la clinique que j'ai envie de traiter tel sujet ou tel sujet. Donc c'est à partir de ma clinique. Et alors au début, c'est effectivement des articles un peu foisonnants qui peuvent paraître ne pas avoir beaucoup de liens entre eux. Mais c'est à la réflexion et peu à peu en essayant de me centrer ce qui avait été le fil majeur de mes textes que je suis arrivée à ce titre, Douleur et pensée, puisqu'au fond, je fais quand même du masochisme érotogène primaire quelque chose de fondamental, dont je me rends compte, par exemple, quand je fais des conférences aux États-Unis, combien ce concept est peu connu. Oui. Et donc j'ai voulu en faire un peu le centre, c'est comme ça que je le vois,
Et puis, la pensée, les processus de pensée qui sont effectivement, ont toujours été un thème qui m'a beaucoup intéressée. Et vous ne savez peut-être pas que moi j'étais philosophe avant de devenir... enfin, j'ai fait des études de philosophie, j'ai bifurqué vers l'analyse très tôt. Mais déjà, petite fille, je disais que je voulais savoir comment on pense. Et Belle question pour c'est une ça, petite fille. c'est ça qui m'a amené à faire de la philosophie. Et puis, quand j'ai fait une analyse pour des raisons personnelles, je me suis dit qu'au fond, l'analyse était pour moi peut-être plus même que la guérison symptomatique, quelque chose qui apportait une liberté de pensée qu'aucune autre cure ne proposait. Et donc c'est cela qui fait le titre.